Bienvenue à... Okay, that wasn't me. Okay. Bienvenue à la série des séminaires sur les femmes en neurosciences. Les femmes sont encore sous-représentées de manière disproportionnée dans les neurosciences et les domaines connexes. Je vous présente ici quelques statistiques. Prenez une minute pour en prendre connaissance. So just have a quick look at the lower recognition of women. Do you want to repeat it? Okay. Okay. Pour cette raison, nous avons planifié cette série de séminaires pour mettre en valeur les femmes en recherche. Nous espérons qu'à travers cette série de séminaires, nous pourrons renforcer l'engagement du CRIUM envers la diversité et l'inclusivité. Maintenant, je donne la parole à Tan pour présenter notre conférencier du jour. Merci. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire et ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui de vous présenter notre conférencière du jour, professeure Sophie Schwartz, qui nous vient de l'Université de Genève en Suisse. Alors, Sophie Schwartz est vraiment une experte internationale reconnue dans le domaine du sommeil, des rêves et de la neuroimagerie. Elle a fait ses études à Genève d'abord, avant de faire un fellowship à Berkeley, puis un postdoc à University College of London, où elle s'est notamment formée à l'imagerie. C'est là qu'a rencontré mon superviseur de doctorat. Donc, on est une grande famille. Donc, Sophie et moi, on se connaît comme depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion de collaborer et d'avoir aussi des étudiants ou des postdocs en commun. Aurore était postdoc dans mon laboratoire, s'est formée chez Sophie Schwartz. Donc, Sophie, en fait, étudie le rôle du sommeil et des rêves dans les processus de mémoire et d'apprentissage. Sa recherche s'intéresse plus particulièrement aux différentes facettes de la plasticité neuronale, telles que l'apprentissage perceptuel et émotionnel, la réactivation des représentations neurales et mnésiques, et elle s'intéresse aussi, entre autres, au rôle du système dopaminergique de récompense dans la prise de décision, la créativité et le rêve. Donc, elle utilise des outils de neuroimagerie avancés pour étudier ces questions qu'elle applique chez les populations en santé, ainsi que chez les patients avec des problèmes neurologiques et psychiatriques. Donc, professeur Schwartz a publié dans de très nombreuses revues, y compris les revues les plus prestigieuses. Elle a ce jour près de 150 publications. Et elle aussi s'intéresse beaucoup à la vulgarisation des connaissances. Et vous avez peut-être aussi écrit des livres pour enfants. C'était d'ailleurs un travail qu'elle a beaucoup apprécié, je pense, et peut-être qu'elle pourra en parler. Donc, sans plus tarder, c'est plaisir de vous présenter. Donc, demander à Sophie de venir présenter sa conférence. Beaucoup, Tan. Je dois me mettre très près du micro, c'est ça? Ouais. Pour ta présentation, ça me fait très plaisir d'être là. En fait, je suis en partie en sabbatique et j'ai choisi de venir rendre visite à Tan, rendre visite à une ancienne doctorante de mon laboratoire et aussi découvrir tous les laboratoires que vous avez ici, qui est en fait un milieu très riche dans le domaine des neurosciences. Alors, maintenant, j'essaie d'accéder à mes slides, mais j'ai un truc, got it. OK, I got it. Voilà. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler, alors je vais essayer de parler déjà lentement, parce que sinon, j'ai une tendance à accélérer, donc vous allez me dire si jamais je commence à accélérer. Donc, j'aimerais vous parler du traitement des émotions, et vous allez voir à travers à la fois des apprentissages émotionnels qu'on fait chez des sujets et aussi des rêves émotionnels chez des sujets, donc du traitement des émotions pendant le sommeil et dans les rêves. Ça, c'est un travail qu'on fait, j'allais dire, depuis à peu près une dizaine d'années et dans lequel je poursuis cette recherche et je veux poursuivre cette recherche d'autant plus ces prochaines années. Le modèle avec lequel on travaillait, hyper simple.
l'idée est la suivante, c'est que pendant l'éveil, où l'éveil est un bon moment pendant lequel on interagit avec d'autres personnes, on va interagir avec l'environnement, on va acquérir un nombre infini de nouvelles informations. En fait, il n'y a jamais 2 événements pendant la journée qui sont 2 fois exactement les mêmes. D'ailleurs, ce sera assez rigolo d'imaginer des sortes de déjà-vu comme ça, mais en général, dans nos journées sont faites de nouvelles choses chaque journée. On va encoder un certain nombre de ces informations et un certain nombre, une sélection de ces informations va être consolidée en mémoire. Et moi, ça, c'est l'étape qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va déterminer qu'un épisode de notre vie, certaines informations vont être consolidées en mémoire. Donc, vont, pour finir, constituer aussi qui nous sommes. Hein, parmi toutes les informations auxquelles on est confronté, certaines vont nous influencer et vont nous influencer à jamais. Et une fois qu'on a consolidé ces mémoires, eh bien, on peut les... alors là, je vais avoir manque du mot des fois en français, on peut les retrieve, on peut les récupérer, merci. On peut les récupérer, mais elles vont aussi modifier la manière dont on va interagir avec l'environnement dans le futur. Ce n'est pas forcément uniquement des rappels explicites que cette consolidation en mémoire va influencer. Alors, depuis une vingtaine d'années, comme disait Tan, notamment aussi avec son ancien superviseur, qui est un collègue en Belgique, on a étudié et on étudie, ainsi que d'autres groupes aussi dans le monde, l'influence du sommeil sur ces processus de consolidation. En effet, une fois qu'on a appris quelque chose pendant l'éveil, on peut bien imaginer que pendant ce temps qu'on pensait être avant un temps uniquement de repos, maintenant on sait que ce n'est pas un temps de repos pour le cerveau, mais c'est un temps durant lequel on ne traite pas activement de l'information. Donc c'est un temps qui pourrait être propice à réorganiser de l'information en mémoire. Et c'est le cas en réalité. Et nous, on a étudié en particulier un mécanisme qui a été mis en évidence, dont je vais vous parler après, notamment par les travaux chez l'animal, qui est un mécanisme de réactivation ou de replay de mémoire qui a lieu de manière spontanée pendant le sommeil. Et cette réactivation, c'est un des mécanismes par lesquels la mémoire est consolidée pendant le sommeil et aussi réorganisée pendant le sommeil. Et c'est ce que je vais essayer de vous illustrer dans la suite par... je crois que j'ai 4 différentes petites expériences que je vais vous montrer, qui sont une sorte de survol des études qu'on est en train de faire actuellement. Donc, juste pour revenir sur ce replay, pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce dont il s'agit, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces travaux, mais je vais quand même le répéter. Ce qu'on entend par replay, c'est le fait que certaines cellules sont activées lorsqu'on est à l'éveil, lorsqu'on fait une action particulière. Ici, par exemple, on est en train de mesurer des cellules de l'hippocampe qui sont des play cells et qui s'activent lorsque ce rat se trouve à certains endroits particuliers dans son environnement. Alors, si ce rat se déplace ici de gauche à droite, il va se situer sur le champ récepteur de la cellule 4 d'abord, ensuite de la cellule 2, de la cellule 1, la bleue là, et pour finir la cellule 3 qui est en violet. Donc, on s'attend à ce que ces différentes cellules s'activent dans un ordre particulier si le rat va passer ici de gauche à droite sur l'écran. OK ? Si on le fait, c'est effectivement ce qui va se passer. C'est effectivement ce qui va se passer. On va avoir d'abord une activation de la cellule 4, 2, 1 et 3 ici. Donc, on a une sorte de codage pour un événement, pour un épisode de vie particulier, ici partir de gauche à droite, ce sera, qui est codé là en termes de localisation. Ça peut être en d'autres termes. Il y a aussi un codage visuel qui se fait en même temps. Il y a un codage moteur qui se fait en même temps. Là, je vous montre seulement le codage spatial. Et donc, sur la base de ceci, on peut, si on a cet enregistrement-là, on peut prédire ce que faisait le rat. D'accord ? On peut savoir qu'il est passé d'abord à cet endroit-là, ensuite à cet endroit-ci, et ainsi de suite. Ah, vous ne voyez pas ma... Vous auriez dû me dire, là, en fait. Mais vous ne pouviez pas savoir. En fait, je point, mais vous ne voyez pas où je... Alors, attendez, je vais vous mettre un pointeur un peu plus visible. Voilà. Donc, je suis là avec mes différents points. Voilà. Et ce qui a été observé, c'est que ces séquences d'activation de différentes cellules
qui sont organisées dans le temps, en fait, peuvent être réactivées de manière spontanée pendant le sommeil. Okay, il y a plein d'études qui ont montré ça. Voilà, c'est un champ d'études qui est extrêmement actif aussi actuellement, parce que ce n'est pas seulement pendant le sommeil, ça peut être dans un sens, dans un autre sens. On sait que ça coïncide avec l'apparition de sharp wave ripples. Alors, je ne sais plus comment on dit ça en français. Non, je devrais savoir, mais je ne sais plus. Dans l'hippocampe. Donc, ces périodes de réactivation spontanée ont lieu au niveau de l'hippocampe et depuis l'hippocampe sont transmises au niveau cortical de telle sorte que des épisodes sont complètement rejoués comme ils avaient été joués, enfin c'est l'hypothèse, comme ils avaient été joués pendant des périodes d'éveil qui précèdent. Aussi, il y a une question de compression du temps qui semble avoir lieu pendant ces sharp wave ripples, qui est une notion que peu de gens ont étudiée parce que c'est compliqué, mais qu'on essaye d'étudier actuellement. En fait, justement, on a tendance à vouloir un peu l'éluder parce que ça nous ennuie. On ne sait pas exactement comment c'est possible de coder pour des mêmes événements, mais de manière comprimée. Mais en fait, c'est très intéressant en soi et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'étudier aussi. Donc, pour résumer, c'est un modèle dont vous avez certainement déjà entendu parler et c'est le modèle sur lequel on se base. Pendant l'éveil, on va activer un certain nombre de représentations distribuées dans le cortex. Ça peut être des aspects visuels, des aspects moteurs ou sensoriels d'une expérience. Ces différents éléments d'un événement sont mis dans une mémoire temporaire au niveau de l'hippocampe qui va recueillir et chunker, segmenter différents épisodes. Et ces épisodes, donc on a une mémoire qui est temporaire là, et ces épisodes peuvent être rejoués alors qu'on est en train de dormir de manière spontanée. Ils coïncident avec ces sharp wave ripples qu'on peut mesurer au niveau de l'hippocampe. Je ne vais pas entrer en détail là-dedans, ce n'est pas l'objet de nos études. Nous, on se base sur les études de collègues qui font ces enregistrements-là. Et une chose qui est très intéressante, c'est que non seulement ça va nous permettre de consolider certaines mémoires, celles qui seront rejouées, simplement parce c'est comme un exercice en fait qui se fait pendant le sommeil, mais aussi cet exercice est particulièrement efficace parce que ces sharp wave ripples, donc ces replays, ont lieu de manière synchrone avec d'autres événements, notamment des slow oscillations au niveau des ondes lentes au niveau cortical. Donc, en fait, ces ondes lentes sont une manière dont sont caractéristiques du sommeil lent, du sommeil non-REM, et correspondent à un pattern une distribution de l'activité des neurones qui est très particulière, où les neurones soit s'activent tous ensemble de manière synchrone, soit sont dans des phases de dépolarisation. Et c'est ce qui fait qu'on va, en EEG qui va mesurer la somme de tous ces effets-là, on va voir ces grandes ondes. Okay, lorsqu'on est dans l'état de upstate, la partie la phase dépolarisée de ces oscillations lentes, eh bien, ce sont des moments où en fait le cortex est dans un niveau est très réceptif, on va dire, sur le plan de la plasticité synaptique. C'est-à-dire que si à ce moment-là ont lieu des réactivations, elles ont plus de chances d'avoir un effet fort au niveau de la plasticité synaptique pour toutes sortes de raisons, de mécanismes dont je ne vais pas vous détailler ici, mais c'est le cas. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a des réactivations, non seulement on réactive, on exerce, mais elles apparaissent ou elles ont lieu au niveau cortical à des moments qui sont particulièrement favorables pour modifier des connexions entre des neurones. Et c'est ce qui se passe. L'avantage pour des équipes comme la mienne, celle de Tan, qui faisons essentiellement des recherches chez l'humain, c'est que c'est très facile de mesurer ces éléments-là. On peut mesurer avec un simple EEG des slow oscillations, des spindles, sans difficulté. Alors, dans le labo, on étudie aussi des patients avec des électrodes implantées, qui sont généralement implantées pour des raisons d'investigation pré-chirurgicale.
Mais voilà, c'est des patients rares, c'est des patients, voilà, c'est des études qu'on peut moins faire systématiquement, modifier plein de paramètres comme on le fait là dans les études que je vais vous présenter. Pour revenir aux études que je vais vous présenter, alors la question qu'on s'est posée, c'est la suivante. Notre cerveau, il est bombardé d'événements pendant la journée, d'informations pendant la journée, on vit plein de situations, on écoute des talks, je ne sais pas, on se déplace au travail, on doit faire des choses boring comme aller faire des courses. On a des discussions à table le soir, en famille. Et puis la question, c'est parmi tous ces éléments-là, on sait que tout ne va pas être consolidé. On le sait déjà parce qu'on ne retient pas toutes les informations de manière fidèle. Et en plus, on le sait parce que ce ne serait pas utile. Ce n'est pas utile d'accumuler. Un cerveau n'est pas intelligent s'il accumulait avec des vignettes à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, c'est passé ceci, cela. On a besoin de pouvoir accéder rapidement à des informations qui sont pertinentes à un moment donné. Et avoir des vignettes comme ça, ce n'est pas du tout pertinent. Je veux dire, pas, on a besoin de faire des associations, d'empiler, de réorganiser l'information. Ça, je vous ai dit, on pense que le sommeil contribue à cette réorganisation. Et la question qu'on s'est posée dans le laboratoire, c'est de savoir quel mécanisme ou quelles sont les propriétés de ces informations qui vont ou quelles sont les propriétés de ces informations qui vont déterminer si cette information va ensuite être élue et avoir le droit d'être consolidée pendant le sommeil. Donc la question de la sélectivité de cette consolidation. Par ailleurs, juste une note, ça n'est certainement, ces mécanismes de sélectivité ne sont certainement pas uniquement importants pour la consolidation au sommeil, mais pour toute forme de consolidation qui a aussi lieu pendant l'éveil, par exemple. Donc, ce n'est pas limité à la consolidation pendant le sommeil. Donc, j'ai pas mal travaillé, Tan l'a évoqué un petit peu, sur des tâches qui sont des tâches extrêmement répétitives, comme de l'apprentissage perceptuel, où il faut détecter des petites cibles dans les coins, faire des milliers d'essais, ou des tâches de type apprentissage moteur, où la même chose, il faut faire 1000 fois les mêmes petits mouvements. Ces tâches bénéficient, certaines de ces tâches, dans certaines conditions, bénéficient énormément du sommeil. Et on s'est dit que une des raisons pourquoi ces tâches bénéficient du sommeil, c'est qu'elles ont plus de chances d'être aussi rejouées ou d'être pas seulement rejouées, mais que justement que la plasticité cérébrale soit particulièrement forte dans les régions qui ont été entraînées pendant la journée, que cette plasticité soit modifiée pendant le sommeil. Et c'est un mécanisme qu'on a appelé de la relevance statistique, c'est-à-dire c'est un événement qui apparaît souvent pendant une journée, pendant différentes journées successives. D'une certaine manière, il est pertinent parce que c'est quelque chose, c'est une situation qu'on a, on a beaucoup de chance, ou à laquelle on a beaucoup de chance d'être confronté chaque jour, donc, ou régulièrement. Donc, on doit savoir se comporter dans ce genre de situation. Et ça, c'est un mécanisme assez simple et bien qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on a des populations de neurones qui ont un seuil d'activité, de seuil d'activation qui est plus bas parce que simplement elles ont été beaucoup activées pendant la journée. Donc ça, c'était des travaux plus anciens que j'ai fait, qu'on continue, et d'autres personnes aussi continuent à faire. Ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est un autre type d'expérience qu'on fait pendant la journée, où c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que même si ces expériences sont uniques, il est très important qu'on s'en souvienne. Et c'est même déterminant que sur une seule exposition, on ait un souvenir fort de cette mémoire-là. Et ça, c'est la slide que je m'oblige de présenter dans chacun de mes talks. Alors, ce type d'expérience, ça peut être par exemple cette expérience-ci, où on a, voilà, cette petite fille et ce petit garçon se rencontrent, ont une expérience émotionnelle importante, et la prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, ce serait un peu bête qu'ils aient oublié qu'il s'est passé ça une fois, le jour d'avant, par exemple. Ce sont des souvenirs immémorables, en fait.
immémorable ou enfin immémorable, je crois, hein, c'est juste en français, je ne sais plus. Enfin, qu'on n'oublie pas. Et c'est important parce que c'est important de savoir qu'on a un ami ou qu'on a quelqu'un qui va nous apporter du bien, etc. C'est important pour la survie qu'on puisse détecter ces événements-là. C'est aussi important, bien entendu, de détecter des événements qui, à l'inverse, sont aversifs, c'est-à-dire des situations. Eh ben, il y a de fortes chances ici que cette petite fille ne soit plus l'amie, alors je ne sais pas de qui elle est jalouse, mais l'amie d'un des deux, en tout cas. Voilà. Donc, elle va savoir que ces deux-là, ces deux lascars, eh ben, ils sont untrustworthy. Ils sont pas, c'est pas des gens, elle ne doit pas être trop copine avec eux, ou alors elle doit se battre contre, ou Dieu sait quoi, je ne sais pas. Même chose, il se passe une fois ça, il n'y a pas besoin de le répéter 1000 fois pour qu'elle se souvienne de cet événement. Eh ben, c'est le genre de propriété d'événements particuliers qu'on a étudié, qui est simplement la pertinence émotionnelle, c'est-à-dire n'importe quel stimulus ou comportement, événement qui est associé à une valeur affective ou de motivation. Un élément intéressant, c'est qu'en fait, les circuits eux-mêmes qui soutiennent ces dimensions-là de stimuli ou d'événements sont aussi activés pendant le sommeil. Donc, que ce soit les circuits qui sous-tendent les émotions comme l'amygdale, enfin, il y a plein de circuits, sont tout à fait et peuvent être très activés pendant le sommeil. Donc, ce qui est des circuits, les émotions et la récompense sont très activés pendant le sommeil et on l'a montré, on a fait pas mal d'études là-dessus. Et j'aimerais vous présenter un exemple d'étude qu'on a fait où on a essayé de voir si c'est en effet le cas qu'associer une récompense à un apprentissage, non seulement on sait que si on associe une récompense à un apprentissage, on apprend mieux, hein, ça on le sait, mais est-ce que ça va faire que cet apprentissage-là va être d'autant meilleur si on dort après avoir eu cet apprentissage récompensé? C'est un travail qui a été fait par une collaboratrice senior dans mon laboratoire qui s'appelle Kinga Igloi. Et donc, c'est elle qui a mené cette expérience. Ce qu'on a fait, c'est très simple. On a présenté des séquences d'images. Ça correspond à des épisodes qu'on souhaiterait que les gens... j'ai une alarme que je dois éteindre dans mon téléphone. Excusez-moi. Voilà. C'est pas un coucou qui est dans la salle. Voilà. Excusez-moi. Donc, on essaye avec cette série d'images de créer des sortes d'épisodes, comme si c'était des épisodes de vie. Alors, ils sont un peu artificiels, mais c'est des épisodes de vie que les sujets doivent apprendre. Donc, ils doivent apprendre, par exemple ici, que cet oreiller va avec ce canapé, va avec cette cuisine, cette chambre à coucher, etc. Donc, il y a une séquence, ils vont les voir les uns après les autres. Et ils vont voir des séquences qui sont toujours constituées d'un oreiller, un canapé, blablabla, mais différents canapés, différents oreillers. Et puis, il y a des séquences qui vont être comme si on avait, ben voilà, on est chez quelqu'un, puis un oreiller particulier, il y a un canapé particulier, etc. On va prendre, là en l'occurrence, il devait apprendre 8 de ces séquences. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est difficile parce que les éléments se ressemblent, donc il faut vraiment en fait pouvoir les apprendre bien. Dans la moitié de ces séquences, s'ils se souviennent bien de la séquence elle-même, c'est-à-dire s'ils se souviennent bien de quel sofa aller avec cet oreiller, par exemple, eh bien, ils ont une grande récompense. Dans l'autre moitié des séquences, ils ont une petite récompense, s'ils s'en souviennent bien. Donc, on a comme ça des événements de vie qui ont une certaine organisation et dont la moitié est associée à une grande récompense. Ils vont gagner plus d'argent s'ils font juste. Et l'autre moitié est moins importante quelque part. Ils ne gagnent pas grand-chose s'ils ne gagnent rien, en fait, si ils s'en souviennent bien.
Donc, ils apprennent ici en début d'après-midi et on a deux groupes. Un groupe qui a dormi pendant une sieste, qui a fait une sieste entre deux, enfin, c'est une sieste d'1 heure et demie, je crois, à peu près. Une assez longue, non, 1 heure, je crois. À vrai dire, je me souviens plus, mais je crois que c'est une sieste d'1 heure. Et un groupe qui fait une sieste et un groupe qui reste réveillé. Et après, on va tester ces deux groupes sur leur connaissance de ces séquences. La connaissance est testée de manière extrêmement simple. On va simplement présenter un sofa, proposer deux cuisines et dire quelle cuisine allait avec ce sofa-là dans la séquence à laquelle ce sofa appartient, etc., etc. Là, on peut faire des essais plus difficiles. On peut montrer un sofa et deux maisons qui, dans le temps, étaient présentées plus loin et dire, c'est des formes d'inférence, avec quelle des deux maisons qu'on va proposer allait ce sofa, et puis on peut faire dans l'autre sens, et bref, voilà. Donc, on a une mesure de cet apprentissage. Alors, comme vous pouvez imaginer, on a une meilleure performance pour tout le monde, les deux groupes, pour les séquences qui ont été associées à une récompense. On a aussi une meilleure performance du groupe qui a dormi par rapport au groupe qui a été éveillé. Ça, on le sait, c'est toujours nice. En français, on dirait quoi? C'est toujours sympa, ça va pas tellement, mais c'est toujours joli de le confirmer avec un protocole qu'on a développé à ce moment-là, d'ailleurs qu'on a utilisé après dans beaucoup d'autres expériences. Et l'autre chose qu'on a observé, qui lie avec ce que je viens de vous présenter, le modèle que je vous ai présenté au départ, c'est que dans le groupe qui a dormi, les personnes qui se souviennent mieux des éléments qui ont été récompensés, des séquences récompensées, sont aussi celles qui ont présenté le plus de ces fameux spindles pendant le sommeil. Ok, vous gardez ça en tête. Voilà, c'est une observation. Il n'y a pas de corrélation sinon pour les séquences non récompensées. Évidemment, on n'a pas de spindle chez les gens qui sont restés éveillés parce qu'ils sont restés éveillés. On a mesuré les G chez eux, mais ils n'ont pas de spindles, bien entendu. On voit aussi que ceux qui ont dormi et pour les séquences récompensées, ces sujets-là, lors du test qui est fait dans l'IRM, ils activent aussi plus leur hippocampe. Et jusque-là, il n'y a rien d'extraordinairement nouveau, hormis cette corrélation qui n'avait pas été encore démontrée, mais voilà, c'est ce qu'on a. Maintenant, la chose qu'on a faite, et les sujets ne savaient pas qu'on allait faire ça, c'est qu'on leur a demandé de revenir 3 mois plus tard. En fait, l'intérêt qu'on avait dans cette étude, c'est de voir est-ce une simple période de sommeil qui suit un apprentissage récompensé, est-ce que cette période de sommeil, si elle modifie quelque chose, est-ce qu'elle va le modifier à long terme? C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment affecter la consolidation d'un élément qui était ici, par exemple, récompensé? Donc, on les fait revenir 3 mois après et on les reteste de la même manière que je vous ai montré. Donc, ils sont là, mais moi, je me souviens de rien. En général, ils sont complètement perdus. Ils disent, mais vous êtes fous, mais je mélange tout. Et c'est pas vrai, en fait. Ils sont au-dessus de la chance. Les deux groupes sont d'ailleurs au-dessus de la chance, qui est ici, à 50%, puisqu'ils ont chaque fois c'est un two alternative forced choice. Et vous voyez qu'en fait, ici, vous avez le groupe de sommeil en noir, le groupe de l'éveil en blanc, pour les éléments récompensés, les éléments non récompensés. Vous allez dire, ouais, ben en fait, en moyenne, si on fait la moyenne de tout ça, eh ben, enfin, ou la moyenne du sommeil et la moyenne de l'éveil, ils ne sont pas différents. C'est vrai. Ce qu'on observe, c'est qu'ils se souviennent tous au-delà de la chance, ce qui est déjà intéressant en soi, pour une petite tâche comme ça, et ils se souviennent d'autant d'éléments, donc de paires, si vous voulez, ou d'autant de séquences, qu'ils aient dormi immédiatement après ou pas. Par contre, ceux qui ont dormi immédiatement après se souviennent significativement plus des séquences qui avaient été récompensées au détriment des séquences qui n'ont pas été récompensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après un apprentissage où certains éléments étaient plus pertinents que d'autres, étaient récompensés,
le fait d'avoir une période de sommeil qui suit immédiatement va réorganiser la mémoire ou va permettre à ces éléments qui étaient plus pertinents momentanément d'être mieux consolidés à nouveau au détriment des autres. Mais ça, c'est une mémoire intelligente, une mémoire qui trie les bons éléments, c'est une mémoire qui est meilleure. D'ailleurs, ce n'était pas seulement au niveau de des réponses correctes, mais également au niveau de la confiance, lorsque les gens qui ont eu une période de sommeil qui suit l'apprentissage font une réponse correcte, ils sont aussi plus confiants dans leur réponse. C'est-à-dire, ils vont dire, oui, je suis plus certain de ma réponse correcte, qui est aussi un autre indicateur d'un accès explicite à cette mémoire, d'un meilleur accès explicite à cette mémoire. Sur le plan cérébral, parce qu'on les a de nouveau rescannés, on a pu démontrer qu'en fait, le fait d'avoir eu plus ou cette corrélation avec le niveau de sleep spindles, de fuseaux du sommeil dans la période qui suit l'apprentissage, en fait, va renforcer une connectivité qui est visible 3 mois après, une connectivité entre des réseaux du striatum, l'hippocampe et des réseaux préfrontaux, ce qui explique pourquoi les gens se souviennent, enfin, ce qui est consistant avec le fait que les gens se souviennent mieux. On peut revenir là-dessus plus tard si vous voulez. Je trouve, en fait, le résultat comportemental est probablement le plus intéressant ici pour ce qu'on aimerait étudier par la suite. Donc de ça, on en conclut que le sommeil va favoriser la sélectivité de la consolidation à long terme. En français, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais bon, que le sommeil va favoriser le fait que des choses qui sont pertinentes sont ensuite retenues à long terme. Et ça, de nouveau, comme je l'ai dit, va aussi permettre d'oublier, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il advient exactement de ces traces-là, mais permet d'oublier ou de rendre moins accessibles des informations qui étaient moins pertinentes. Alors, dans l'étude que je vais vous montrer ensuite, on s'est intéressé à savoir, en fait, à zoomer sur la période de sommeil elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, hormis cette augmentation, cette corrélation qu'on a vue avec les sleep spindles? Est-ce qu'on peut démontrer qu'on a effectivement une réactivation privilégiée de mémoires qui ont été associées à une récompense et ça de manière spontanée pendant le sommeil. Alors c'est un challenge parce qu'on va aller regarder des réactivations spontanées. On n'utilise pas de queuing pour ça, donc c'est assez compliqué de pouvoir faire cette expérience. Ça nous a pris à peu près 10 ans en fait. Mais on a obtenu des résultats qui en valaient vraiment la peine. J'espère que vous partagerez cette opinion avec moi, n'est-ce pas? Bon, donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'imaginer une tâche, en fait des jeux, pour que ça soit suffisamment motivant pour les gens. On a imaginé des jeux qui seraient associés à une forte récompense et je vais vous dire ensuite qui a travaillé là-dessus, qu'on puisse faire dans le scanner et ensuite on a scanné les gens alors qu'ils étaient en train de dormir dans le scanner. Pardon. Donc c'est une étude qui a été faite par Virginie Sterpenich, qui est une autre connexion belgeo-suisse, une ancienne collègue de TAN, qui est actuellement aussi une collaboratrice senior dans mon laboratoire, et en collaboration avec un collègue, le professeur Dimitri Van de Ville, qui est un expert dans le traitement de signal et la statistique et des choses comme ça. Alors, une des problématiques qu'on a ici, c'est qu'on tenait à avoir les sujets dans des situations les plus écologiques possibles. Alors, vous voyez, il n'y a rien d'écologique là-dedans. On est dans un scanner, on fait des tâches qui vont être manipulées, comme je vais vous les décrire. Mais néanmoins, on aimerait pouvoir avoir accès à ce qui se passe pendant le sommeil de manière relativement spontanée dans ces conditions-là. C'est-à-dire ne pas manipuler ces réactivations qui ont lieu pendant le sommeil. On peut le faire, mais on ne voulait pas le faire. On voulait voir est-ce que ces processus de mémoire qu'on a
mis en évidence ou qu'on a suggéré dans l'étude d'avant, est-ce que réellement ça va faire que ces réactivations pour des événements récompensés ont lieu plus pendant le sommeil. Alors, ce qu'on a fait du coup pour pouvoir mesurer ces réactivations spontanées, on a utilisé ce qu'on appelle du décodage neuronal, je pense que vous connaissez tous ça, mais je vous l'explique de nouveau rapidement parce que c'est vraiment basé là-dessus qu'on a construit notre expérience. Donc ici, vous avez un exemple où on va entraîner un algorithme à détecter ou à discriminer entre deux patterns d'activité cérébrale ici dans le cortex visuel, d'accord? Ça, c'est différents voxels ou différents, si vous voulez, petites portions de cerveau les unes à côté des autres. Et le degré de gris dénote le degré d'activité de ces différentes mini-régions, d'accord? Donc, si on présente des chaussures à ce participant, eh bien, on va observer cette distribution d'activité. Si on présente un chat, on va avoir une autre distribution d'activité dans le cortex visuel, par exemple, parce que voilà, c'est un objet visuel différent qui va activer différemment le cortex visuel. On va présenter plusieurs fois ces stimuli et on va entraîner un classifier, notre algorithme à distinguer et dire que lorsqu'il voit un pattern qui ressemble à ça, c'est plus probable que le participant est en train de voir une chaussure et que lorsqu'il voit, on observe un pattern d'activité de ce type-là, il est plus probable que le sujet soit en train de voir un chat. Donc ensuite, on peut interroger notre algorithme et lui demander, ben voilà, je te fournis cette pattern d'activité et tu vas me dire, est-ce que ça ressemble plutôt, est-ce que mon sujet était en train de penser, était en train de voir, était en train d'imaginer plutôt une chaussure ou plutôt un chat? Et dans ce cas-là précis, si vous regardez, en fait, c'est plutôt proche d'un pattern de chaussure. OK? Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On va entraîner un algorithme à reconnaître ce qui caractérise l'activité du cerveau de nos sujets lorsqu'ils font un jeu par rapport à un autre jeu. Chaque participant va gagner un des deux jeux. Ils vont jouer chacun les deux jeux, aux deux jeux, je vais vous montrer. Puis ensuite, chaque participant va gagner un des deux. Il y a un jeu qui est un jeu de visage, l'autre qui est un jeu de navigation spatiale. Alors, certains sujets vont gagner le jeu du visage, certains sujets vont gagner le jeu de navigation spatiale, mais ils vont tous jouer aux deux jeux. On va entraîner notre algorithme à distinguer entre ces deux jeux, à distinguer l'état cérébral qui correspond à chacun de ces jeux, et ensuite on va regarder ce qui se passe lorsque les sujets dorment après ça. Donc, comme je vous ai tout expliqué, je vais juste vous expliquer les jeux. Donc, un des jeux, c'est un jeu de visage, c'est-à-dire les participants ont une série de visages qui est en face d'eux, qui peuvent d'ailleurs explorer avec une sorte de lampe de poche, comme ça, ils peuvent bouger. Et puis on leur donne des indices. C'est la même chose que le jeu Qui est-ce en français. Et avec ces indices, ils doivent arriver à découvrir quel est le visage cible qu'on aimerait. Enfin, il y a un visage qui est un visage cible et ils doivent progressivement découvrir lequel c'est. Le jeu est truqué. C'est ça qui nous a pris d'ailleurs un temps immense à développer parce qu'il a fallu faire en sorte que les gens ne se rendent pas compte, alors qu'ils sont dans une expérience avec un scanner, avec des psychologues malins autour d'eux, etc., qui ne se rendent pas compte qu'on était en train de les truquer, c'était compliqué. Donc, on a réussi à faire en sorte qu'ils ont l'impression vraiment progressivement, qu'ils tiennent compte des différents indices. Alors, malheureusement, pour la moitié des sujets, jusqu'à la fin, ils ne trouveront pas le visage cible. L'autre moitié, ils vont être comme Aurore ici. Ils vont gagner. Je suis désolée, hein, c'est public, c'est dans le papier. Hein, donc, voilà, ils vont gagner. Ils vont découvrir quelle est la bonne cible. Alors, donc, ils jouent pendant longtemps sans qu'il y ait de récompense ou sans qu'il y ait rien du tout comme là. Non, comme là, il y a une récompense, mais certains, ils ne vont pas gagner.
Pendant tout ce moment où il joue, on sait que ce type de jeu va activer des réseaux qui sont impliqués dans le traitement des visages, notamment. Voilà, donc je vous montre ici un petit bout. L'autre jeu, c'est un jeu de navigation spatiale. Donc, les sujets sont placés dans une sorte de labyrinthe virtuel et ils doivent simplement trouver la sortie. Ce truc, c'est compliqué. Alors, voilà, ils doivent se naviguer là-dedans. Certains vont trouver la sortie, d'autres pas. On a fait une sorte de trompe-l'œil qui fait qu'ils croient qu'effectivement, certains vont découvrir qu'il y a le trompe-l'œil pour trouver la sortie, d'autres ne le trouveront jamais. Et voilà. Donc, la moitié des sujets vont gagner ce jeu-là. Ce jeu active des régions qu'on connaît, le para-hippocampe, le cortex pariétal, toutes ces régions qui sont impliquées dans la navigation spatiale. Donc, on a deux jeux dont on sait à l'avance, par ailleurs, qui vont activer des réseaux de régions qui sont très différents. Donc, pour résumer l'expérience, pendant l'éveil, il joue à ces deux jeux. Un des deux jeux est récompensé. Ensuite, on va scanner pendant le sommeil et on espère que l'activité cérébrale qui correspond au jeu gagné va réémerger pendant le sommeil plus que l'activité de l'autre jeu. D'accord? Donc, on fait ça comme ça. Ils jouent aux deux jeux alternativement. Ils ont comme des effets. Pendant un moment, un jeu, pendant un moment, l'autre jeu, en bleu, en rouge, ici, sur cette ligne de temps. On acquiert de l'IRM, on entraîne notre classifier. Les jeux sont tellement différents que c'est très facile pour notre classifier de deviner de quel jeu il s'agit en testant sur les données à l'éveil. Donc, on est confiant que notre classifier fonctionne. On avait aussi d'autres états que je ne vous montre pas ici, d'autres états cérébraux pour être sûr que c'est pas, on ne force pas le classifier à choisir entre ces deux états. Bref, ça c'est pour les aspects techniques, pour ceux qui sont plus dans ce genre qui utilisent aussi ce genre de méthode. Donc à la fin, ce sujet-là, par exemple, va perdre, enfin ne va pas gagner le jeu du labyrinthe et va gagner le jeu des visages. D'accord? Et ensuite, va aller dormir dans le scanner, on met les EG avec le scanner, blabla, et puis on score le sommeil. Et on s'attend à avoir une réactivation, en particulier pendant ces oscillations lentes, qui sont des périodes aussi plus longues qu'on a d'enregistrement, de N3 pendant le sommeil. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre classifier, pour chaque mesure d'activité cérébrale, est-ce que le cerveau est plutôt comme jouer au jeu des visages, jouer au jeu des visages, jouer au jeu des labyrinthes, ou rien, ou en autre étape, comme on avait d'autres états aussi. Donc, on va avoir quelque chose qui est un décours de probabilité dans le temps qu'il y ait une réactivation de la tâche qui avait été récompensée, ici le jeu des visages, ou de la tâche qui avait été donc récompensée, dans ce cas précis, le jeu du labyrinthe. Et on va s'intéresser en particulier, où on a une prédiction qui concerne le fait que ça devrait se réactiver plus pour le jeu récompensé en N3 que le jeu non récompensé. OK? On a scanné un nombre invraisemblable de sujets. Alors, pour avoir ceux qui avaient bien joué, bien dormi, etc., on a au final, je crois, 14 sujets ou quelque chose comme ça, 7, donc dans chaque 7 qui ont gagné, 7 ou 6 ou 8, je ne sais plus, qui ont gagné un des jeux, 7 qui ont gagné l'autre jeu. Et ça, ce que vous voyez, c'est tout le groupe ensemble, c'est-à-dire sans prendre en compte le type de jeu qu'ils ont joué, on va simplement dire voilà quel a été est-ce que le jeu récompensé a plus de chances d'arriver pendant le sommeil, N1, N2, pendant l'éveil, N1, N2, N3. D'accord? C'est par ailleurs valable aussi si on sépare les groupes en fonction des jeux. C'est pas qu'il y a un groupe qui avait un des jeux qui a gagné un des jeux et qui réactive plus. Alors, vous voyez, pendant l'éveil, c'est l'éveil qui précède l'endormissement. Hein. Il est assez peu probable qu'on réactive quelque chose qui ressemble au jeu qu'on vient de jouer. Ce qui en soit intéressant. Hein. Donc, on a peut-être des réactivations, mais elles ne sont pas sous la forme qui ressemble vraiment à quand les sujets étaient en train de jouer le jeu. Puis on s'endort, on a peut-être un petit peu plus, on est toujours quasiment à zéro en fait ici.
En N2, on voit qu'on a une nette augmentation d'activité. N2 est relativement bref, donc voilà, on ne voit pas de différence en tout cas entre nos deux jeux. On aurait pu imaginer avoir plus de réactivation déjà à ce niveau-là du jeu récompensé. Ce n'est pas le cas dans cette set de données. Par contre, vous voyez qu'on a une réactivation massive du jeu récompensé pendant N3. Qui d'ailleurs, par ailleurs, on a aussi cette réactivation corrèle avec les oscillations lentes. Donc, c'est très, enfin, la puissance de delta, pour ceux que ça intéresserait, c'est assez impressionnant. Donc, ce qu'on démontre ici, c'est qu'on a, pendant le sommeil lent, une réactivation de l'état cérébral qui correspondait à l'état cérébral dans lequel, ou qui était activé lorsque les sujets ont fait un jeu, et que ce jeu a été récompensé à la fin, d'accord? Parce qu'en fait, on n'est pas en train de regarder l'état cérébral du jeu lorsqu'il est récompensé, mais c'est le jeu, jouer à un jeu qu'on rate, et que simplement à la fin, on nous a dit, celui-ci, tu l'as gagné, en fait, ou celui-ci, tu as réussi. Et en fait, on va réactiver quelque part toute l'information qui avait permis finalement d'aboutir à cette récompense, qui sont tout le jeu qui a été fait au préalable. On s'est aussi posé la question de savoir si ces réactivations contribuent à la consolidation en mémoire. On a fait revenir les sujets un jour après qu'ils aient pu dormir bien, parce que là, ils ne dorment pas très bien, évidemment. Donc, ils ont une nuit c'est un début de nuit, c'est pendant 2 heures dans le scanner. Ensuite, ils poursuivent leur nuit ailleurs, donc ce n'est pas une très bonne nuit. Donc, on leur permet d'avoir une bonne nuit, ils reviennent dans l'IRM, et puis on leur demande pour le jeu des visages de replacer les différents visages qu'ils avaient vus là où ils étaient. Et pour le jeu du labyrinthe, on les place quelque part et puis ils doivent essayer de retrouver un endroit dans le labyrinthe. Donc là aussi, on peut mesurer combien ils se souviennent de la disposition, la représentation spatiale du labyrinthe. Ce qu'on va faire, ou ce qu'on a fait, c'est qu'on s'intéresse à savoir si la réactivation qu'on observe pendant N3 va déterminer la mémoire qu'on a dans chacun de ces jeux. Et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que si on prend les régions qui étaient activées lorsque les sujets jouaient le jeu des visages, ici en rouge, et qui étaient aussi réactivées, dont l'état était aussi réactivé pendant N3, et qui sont ces régions que vous voyez ici, la FFA et l'OF, enfin l'aire fusiforme des visages et l'aire occipitale des visages, qui sont réactivées spécifiquement. Eh bien, si on prend la mesure d'activité ici pendant N3, on voit que plus ces régions réactives, plus les gens sont bons dans la mémoire ici des visages, et idem pour les régions qui concernent le labyrinthe. J'ai toujours un problème avec ce labyrinthe, mais le labyrinthe. Donc, même malgré le fait qu'ils ont très mal dormi, qu'on observe ici, on fait des corrélations avec juste un début de nuit, on n'apprend même pas le reste de la nuit ici, eh bien, les données nous indiquent que ces réactivations, alors ici, c'est sous forme de corrélation, on est d'accord, on n'a pas manipulé cette réactivation, mais ces réactivations corrèlent avec une meilleure activité, avec une meilleure performance de mémoire, comme ça avait été montré par un collègue aussi de Belgique il y a de ça 20 ans quasiment, en utilisant du PET. À la différence ici que nous, on démontre une réactivation privilégiée de quelque chose qui a été récompensé. Donc jusqu'ici, on a montré que dans l'hippocampe, qui est représenté ici par ces petites boules, l'hippocampe, c'est tout ce bazar. Ici, les petites boules sont des événements, des épisodes de mémoire particuliers. Pendant le sommeil, lorsqu'on dort, et comme ça a été très bien illustré d'ailleurs dans ce film d'animation de Pixar, certains événements ou mémoires vont être réactivés. Ici, vous voyez une boule qui est sélectionnée, qui est réactivée. Elles ont d'autant plus de chances d'être réactivées si elles ont été associées à quelque chose qui est émotionnellement important. Alors, je ne vous ai pas parlé des choses négatives. On a fait beaucoup moins dans ce domaine, mais c'est aussi le cas pour les choses négatives. Mais là, on a par exemple un événement
qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans notre expérience où la personne, le personnage a gagné quelque chose. Et aussi, certaines choses ne sont pas utiles. C'est ce que je vous ai montré dans la première expérience. Que c'est important de se souvenir de manière privilégiée des choses importantes, mais aussi d'oublier, ou comment j'ai dit, entre guillemets, oublier, des choses qui sont moins utiles, comme ici, tous les numéros de téléphone que ce personnage a enregistrés dans son téléphone, ben, elle n'a pas besoin de s'en souvenir, donc on va les jeter, on les jette. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent démontre que pendant le sommeil se fait de la consolidation en mémoire qui va aussi être influencé par l'émotion de ces mémoires ou l'émotion associée à ces mémoires et qui va trier du coup ces différentes mémoires en fonction de leur valeur émotionnelle. Ok. Maintenant, j'aimerais juste... oula. Je vais aller rapidement vers la fin, sinon je ne pourrais pas... J'ai combien de temps? J'ai 1 heure, non, en principe, c'est ça? Alors, je vais vous présenter une étude. J'aimerais quand même parler aussi de Women in Science, 3 minutes et demie à la fin. Je vais vous parler d'une étude qu'on a faite où on a essayé de voir si maintenant les activations émotionnelles qu'on a pendant le sommeil, telles qu'elles sont reflétées dans les rêves, c'est-à-dire les émotions dans les rêves, ont un lien avec la manière dont on traite les émotions pendant la journée. Et ce qu'on a fait, c'est une sorte de double étude, enfin c'est 2 études qu'on a combinées pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est une étude qui a été faite, menée aussi par Virginie Sterpenich dans mon laboratoire et Lampros Perogambros, qui est un psychiatre qui est lié aussi à mon laboratoire. Et on a essayé de voir les choses suivantes. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'une part, on a essayé de déterminer les corrélats neuronaux de la peur dans les rêves. Alors, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est très simple ce qu'on a fait. On a simplement demandé à des sujets de dormir, on les a réveillés. À chaque réveil, on leur a demandé de rapporter des rêves. Enfin, s'ils avaient des rêves, pas de rêves. S'ils avaient des rêves émotionnels, est-ce qu'il y avait de la peur ou pas, etc. Donc, de toutes ces données-là, on a des sujets qui nous font plein de rapports de rêves. Ils sont enregistrés avec léger high density. Et on leur demande plein de rêves. D'accord? De toutes ces données-là, on a gardé un certain nombre de sujets qui avaient rapporté la peur dans leurs rêves et aussi pas de peur dans d'autres rêves. Et on a comparé l'activité qu'il y avait en EEG qui précédait immédiatement le rapport de rêve avec émotion de peur ou sans émotion de peur. D'accord? Et puis on a ça pour N2 et REM, c'est parce qu'on a réveillé les gens de ces stades. Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on analyse ces données d'EEG qui précèdent? On trouve que lorsque des gens font l'expérience de rêve avec la peur, ils activent plus. Alors, tout ça, c'est des mesures d'activation, si vous voulez, si on a une baisse de delta, mais une augmentation de gamma. Ils activent tous une région qui est bien connue pour traiter de stimuli aversifs, y compris interoceptifs, etc., qui est l'insula. On est aussi en EEG, donc arriver à avoir du signal qui vient de l'amygdale est plus compliqué. Hein. Donc, on est peu étonné de ne pas voir l'amygdale dans ces données-là, alors qu'on pense qu'elle est probablement activée dans ces conditions-là, comme d'autres données le suggèrent. On trouve la même chose en sommeil REM, et en plus, on trouve aussi une région qui est impliquée dans tout ce qui est les réponses comportementales au danger, les comportementales et motrices au danger, qui est le singulaire médian. Donc, on a certaines régions qui sont importantes, qui sont activées, et on est rassuré. C'est-à-dire, on se dit, quand les gens nous disent qu'ils ont des rêves négatifs, en tout cas, je ne sais pas qu'on ne les croit pas, mais quelque part, le cerveau nous indique aussi qu'en effet, on a des régions qui sont impliquées dans le traitement de stimuli négatifs, qui sont activées. D'accord? C'est important parce qu'on est en train d'essayer de savoir si ces activations de certaines régions sont importantes ensuite pour le traitement d'informations pendant la journée ou vice-versa. Comme vous verrez, on ne peut pas déterminer qui détermine qui, mais
on a un lien important. La deuxième expérience qu'on a fait, c'est de demander à plein de sujets de rapporter leurs rêves de manière régulière, spontanément le matin. D'accord? Là, on a les gens qui rapportent des rêves. Et ensuite, on les a soumis, on leur a présenté des stimuli, ils sont éveillés cette fois-ci, on leur présente des stimuli aversifs à la fin. On est en IRM et comme ça, on va aussi pouvoir du coup avoir des régions qui sont plus caractéristiques des émotions, comme l'amygdale, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est un peu la même chose qu'on a fait avant. On va déterminer parmi ces récits de rêves, est-ce que certains sujets ont plus fréquemment des rêves qui contiennent de la peur. Et pour ça, on a beaucoup de sujets. On a 89 participants pour lesquels on a des rêves, des 7 nuits qui précèdent le moment où on les a soumis à des stimulations aversives. Donc l'idée maintenant, ça va être de voir, est-ce que des gens qui ont de la peur dans des rêves, ont plus de peur dans les rêves, comment est-ce qu'ils réagissent, ou comment est-ce que leur cerveau réagit lorsqu'il est confronté à des stimuli aversifs. En gros, est-ce qu'il y a un lien entre le contenu émotionnel de nos rêves et la manière dont on réagit à des stimuli émotionnels pendant la journée? Alors, il y a toutes sortes de théories qui concernent ces aspects-là, et dont une théorie qui semble être en tout cas confirmée par nos données, qui a été proposée il y a déjà, je pense, dans les années 2000, donc il y a une vingtaine d'années presque, par un chercheur finlandais qui s'appelle Antti Revonsuo, selon lequel une des fonctions biologiques ou neurobiologiques du sommeil, des rêves, ça pourrait être d'exercer certains patterns comportementaux de réaction à du danger, qui habituellement ne le sont pas. On ne les exerce pas parce que dans nos situations confortables, on est peu exposé à des situations aversives en général. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais en général, on est peu exposé à des situations aversives. Il faut néanmoins maintenir ces réponses comportementales de fight or flight, fondamentalement. Il faut les maintenir actives. C'est-à-dire que si jamais une fois un gros monstre arrive, non mais on est face à une situation émotionnelle forte dans la journée, en danger, il faut pouvoir soit attaquer, soit partir très rapidement. Okay, donc il faut maintenir ces schémas comportementaux actifs. Et sa théorie, c'est que le rêve le permet. C'est-à-dire dans le rêve, on simule des situations effrayantes pour pouvoir maintenir ces réponses. Alors si c'est vrai, ça veut dire que les gens qui ont plus régulièrement des rêves modérément effrayants pendant la nuit, ils devraient aussi montrer une meilleure régulation lorsqu'ils sont confrontés, une meilleure régulation émotionnelle lorsqu'ils sont confrontés à des stimuli aversifs dans le scanner ici. Et c'est ce qu'on observe effectivement. On observe que les sujets qui ont plus d'émotions, de peur dans leurs rêves, tendent à réagir moins fortement, avoir une amygdale qui réagit moins fortement. Amygdale insula et le mid-cingulate, donc les deux qu'on avait déjà vus avant, mais maintenant aussi avec l'amygdale, parce qu'on est en IRM, qui réagissent moins fortement à des stimuli aversifs que des gens qui ont peu de d'émotions effrayantes dans leurs rêves. Il montre aussi une plus grande activation de régions dont on sait qu'elles sont impliquées dans la régulation émotionnelle, c'est pour ça que je parle de régulation émotionnelle, comme le cortex médian préfrontal, dont on sait qu'il a un rôle inhibiteur sur l'amygdale, notamment lorsqu'on n'a pas besoin de réagir. On est dans un scanner, on voit des images effrayantes, on n'a rien à faire, quoi, quelque part. C'est correct d'inhiber une réaction de son amygdale. Donc, on a une réduction de l'amygdale et du cingulate, de l'activité de ces trois régions lorsqu'ils sont face à des stimuli aversifs. Et ça, c'est d'autant plus fort que les gens ont des rêves effrayants dans leurs rêves. Alors, ces résultats, c'est les premiers résultats qui suggèrent un lien entre des émotions qui ont lieu pendant le sommeil
et en particulier ici pendant les rêves, et des fonctions ou un état de réponse, de réactivité émotionnelle pendant l'éveil. Alors, j'avais une dernière étude, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je vous laisserai la voir. On a essayé de manipuler du coup l'émotion des rêves chez des gens qui font des cauchemars pour essayer de baisser les cauchemars et les cauchemars chez ces patients. Alors, vous ne pouvez pas encore trouver le manuscrit. J'espère qu'il sera accepté. Il est en révision, on verra. Mais quand il sera là, vous pourrez... De toute façon, il va être publié. Vous pourrez le trouver. Voilà. Juste pour vous dire que c'est possible de le faire et c'est possible d'améliorer considérablement la disparition. Ici, on a des cauchemars qui disparaissent complètement chez des patients qui viennent pour des plaintes de cauchemars. OK. Donc, je vous ai montré que le sommeil qui suit un apprentissage récompensé va permettre une meilleure hiérarchie en fait, de la mémoire en favorisant la consolidation de ces mémoires récompensées. Qu'on a effectivement une réactivation privilégiée de mémoire récompensée pendant le sommeil. Ça, c'est ce qu'on a montré directement en scanner. Et puis, la dernière étude que je vous ai montrée, c'est que lorsqu'on a la peur dans les rêves, ça n'est pas sans lien avec la manière dont on traite les émotions pendant l'éveil. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour la partie scientifique et je réponds à des questions s'il y en a déjà pour cette partie, puis ceux qui veulent partir aussi parce que je dépasse le temps, n'hésitez pas à quitter la salle. Voilà, donc j'ai terminé la partie vraiment purement scientifique. Après, je vais vous parler de la Suisse.